Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents parmi nous ce soir pour cette 4e session des causeries de la data de notre association DataRing sur le thème ce soir de la cybersécurité dans tous ses états et les enjeux de souveraineté. Alors à l'heure où la France traverse une crise sanitaire sans précédent, est-ce qu'il n'y a pas également une pandémie des cyberrisques qui entendent déstabiliser un peu plus nos sociétés connectées du XXIe siècle? Pour ce rendez-vous des cultures numériques, nous avons le plaisir de recevoir ce soir 2 experts en cybersécurité. Nicolas Arpagian, que l'on ne présente plus, vice-président en charge de la stratégie des affaires publiques et de la RSE d'Orange Cyberdéfense. Il enseigne à ce titre à l'École nationale supérieure de la police et à l'École de guerre économique. Nicolas est administrateur de la plateforme cybermalveillanceGroup.fr et auteur de nombreux ouvrages, dont La cybersécurité aux presses universitaires de France. Stéphane Ayache est responsable de cybersécurité chez Cyberprint avec 23 ans d'expérience au sein du groupe Steria, en charge de l'Open Innovation Group. 2 regards, 2 expertises sur les enjeux majeurs de cybersécurité à l'heure actuelle. Alors la première partie, nous la déclinerons autour des menaces autour de la cybersécurité. Nous allons ouvrir le bal avec Nicolas. Alors, la première question est forcément générale et elle porte sur quelles sont les évolutions du cyberrisque et de façon plus générale de la cybersécurité sur les 10 dernières années, tant en France qu'à l'international. Merci à double titre pour cette invitation et pour ce privilège de démarrer cette conversation. 2 choses. Alors 2 évolutions, c'est évidemment une question extrêmement large, donc je vais être forcément incomplet dans ma réponse, mais si je devais dessiner 2 lignes directrices. La première, c'est l'accompagnement de la numérisation de nos activités personnelles, professionnelles, administratives, économiques, médicales. Et donc, effectivement, le numérique a pris une place dans nos existences pour créer, produire, communiquer, commercer et également gérer nos relations avec l'État, les États entre eux pour interagir. Et effectivement, cette dépendance numérique va constituer un potentiel élément de faiblesse concernant la disponibilité des informations, l'intégrité des informations et la confidentialité des informations lorsque l'on souhaite que celles-ci restent confidentielles. Donc la première caractéristique, c'est qu'effectivement, ce risque numérique, il a trouvé sa place aux côtés du renforcement des usages numériques paisibles, normaux que nous apprécions tous au quotidien et qui sont, il faut le reconnaître, créateurs de valeur et plutôt bénéfiques pour nos vies personnelles et dans le cadre de nos activités professionnelles. Ça, c'est la première dimension, sachant qu'on va toujours parler, lorsque on va considérer le risque cyber, la question des tuyaux, les systèmes d'information, l'informatique, les communications, est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce que quelqu'un va essayer de altérer leur qualité de fonctionnement et éventuellement chercher à les intercepter ou les mettre hors d'état de fonctionner. Donc ça va être en quelque sorte les tuyaux. Deuxième dimension, ça va être les contenus, l'information qui va avoir toute cette dimension de d'usurpation d'identité, de dénigrement ou au contraire de survalorisation de personnes. Donc cette fois-ci les contenus qui dans l'économie numérique, l'économie au sens d'organisation sociale, effectivement vont être visés par des cyberattaques. Donc là encore, distinguons bien les attaques sur les tuyaux, les infrastructures, les équipements et les attaques sur les contenus. Deuxième dimension, c'est effectivement que les criminels, les délinquants, je fais la nuance juridique, mais parce qu'effectivement, on voit que l'intégralité de la gamme des activités malveillantes ont désormais des déclinaisons à l'échelle numérique. La seule chose, c'est que pourquoi? Parce que les délinquants, les criminels sont des entrepreneurs comme les autres qui cherchent à optimiser leurs gains, réduire leurs risques, et donc ils se sont saisis des sujets numériques, parce que là on va y trouver de l'argent, on va y trouver des données personnelles, on va y trouver des secrets d'entreprise, on va y trouver plein d'éléments pouvant être monétisés et valorisés. Et puis, le cadre juridique, et c'est là où, avec France, effectivement, et son expérience juridique et judiciaire, c'est de s'apercevoir qu'il y a manifestement encore un décalage entre certaines infractions, si elles étaient commises dans un cadre strictement physique, c'est-à-dire de la vie quotidienne, le vol, la fameuse soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, dans sa qualification numérique,
on voit que les quantums de peine, on voit bien que les régimes de responsabilité peuvent être un peu différents. Et donc, effectivement, les pirates ont apprécié cet écosystème numérique pour agir, parce que ça va leur permettre de s'attaquer à des instances beaucoup plus conséquentes en nombre qu'ils ne le feraient dans la vie physique, de jouer sur la dimension internationale, puisqu'ils vont pouvoir agir sur des territoires extrêmement vastes et puis atteindre des entités qui, par leur taille ou le nombre des cibles, vont pouvoir rendre leur activité d'autant plus profitable. Donc, cette asymétrie va être une qualité appréciée de la part des pirates et des attaquants. Donc, ça explique cette évolution, cette intensification de la cybercriminalité au cours de la dernière décennie. Mais on n'a pas on n'assiste pas également à une professionnalisation de la cyber, notamment avec l'exemple que tu connais, mais sur le DarkSide, un nouveau groupe que l'on connaît depuis à peu près moins d'1 an, qui vient de faire, on va dire, un casse cyber en ayant engrangé des recettes, je crois, à peu près de 70 millions de dollars, avec des objectifs assez nébuleux, mais une organisation, ils ont un centre de presse, une communication très visible et complètement assumée. Donc c'est surprenant même d'avoir ce type. Non, parce qu'en fait, c'est normal, c'est ce que j'ai dit, ils optimisent leurs gains. Si, par exemple, ils ont mis en place un système de call center, de centre d'appel, de manière à faire une pression supplémentaire sur leurs victimes, de manière à les inciter à franchir le pas du paiement de la rançon. C'est comme un entrepreneur qui, de la même manière qu'on voit arriver l'équivalent de carte de fidélité, c'est-à-dire quelqu'un qui souscrirait en grand nombre ou recommanderait un service malveillant, bénéficierait de bonus de parties gratuites, si on faisait l'analogie avec les flippers. Et même, vous avez des organisations, des délinquants, des criminels, qui demandent à leurs utilisateurs de noter et de leur mettre un avis favorable sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'est une économie qui se met en place. Et comme tout, et c'est pour ça que je faisais la référence à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'effectivement, il décline le savoir-faire marketing, opérationnel, de satisfaction client, de référencement, parce que, et on le voit sur la mise à disposition d'offres diverses, effectivement, il y a une concurrence entre les acteurs, même si ce sont des acteurs qui n'ont pas l'ambition de rester durablement sur leur marché, parce que ils savent bien qu'il y a quand même une précarité et puis des investigations qui peuvent les viser. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un engagement, une expertise à valoriser la monétisation de leurs activités malveillantes pour la période peut-être la plus courte possible, mais en tout cas la rendre la plus profitable possible. Alors, vous nous avez parlé finalement des structures qui se mettent en place en matière de cybermalveillance. Mais aujourd'hui, selon vous, et la question se pose pour nos deux invités, bien entendu, quelle est la plus grande menace qui existe en matière de cybersécurité, que ce soit pour les États, pour les grands groupes, pour les PME et même pour les TPE? En fait, c'est la difficulté avec la cybersécurité, c'est que vous les atteintes via les actions numériques, c'est conduire des destructions d'activités ou d'informations, de données qu'on ne pourrait pas du tout reconstituer. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple, imaginons un dossier médical, un élément ou une innovation technologique, cette information, si elle était centralisée à un seul endroit, vous la détruisez, vous la rendez inutilisable. Effectivement, pour vous-même, pour la personne concernée, ce sera le plus grand des drames. Après, on peut envisager concernant des infrastructures. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui relevaient jusqu'à présent des scénarios de science-fiction qui aujourd'hui ont tendance à pouvoir se concrétiser. C'est tout ce qui, et d'ailleurs la législation les a désignés, lorsque la France, l'Europe se dote d'une législation sur, alors pour les uns, les opérateurs d'importance vitale, pour la législation française, les opérateurs de services essentiels pour l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est? C'est 12 secteurs d'activité où les autorités, le pouvoir politique dit, si ces 12 secteurs d'activité sont défaillants, dans lequel il y a la finance, le traitement de l'eau, l'alimentation, les télécoms, l'énergie, etc. Ces secteurs, évidemment, causent des pertes économiques en cas de défaillance à leur entité spécifique. Évidemment, l'entreprise qui vend de l'énergie, si elle ne fonctionne plus, elle ne facture pas, elle ne réalise pas de chiffre d'affaires et donc pas de marge, on est d'accord. Mais en fait, ce que dit le législateur dans ce cas-là, il dit, au-delà du périmètre de cette perte économique,
la défaillance de cet acteur a des effets en cascade. Et là, vous imaginez bien votre vie quotidienne, notre vie quotidienne, sans électricité, sans eau potable, sans alimentation, sans service alimentaire, etc. Et donc, on voit bien que c'est pas tellement une attaque ciblée, ponctuelle, c'est surtout cet enchaînement de défaillances et qui, si elle démarre dans un monde numérisé, pourrait avoir un impact dans la vie quotidienne et dans la vie très physique et dans l'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Donc, la perspective d'un enchaînement de crises graves, en fait, les autorités essayent de s'en prémunir. Et d'ailleurs, ce qui existe à l'échelle française, européenne, se retrouve dans la législation états-unienne, chinoise, même des pays d'Afrique se dotent de législation pour dire, écoutez, voilà, il va falloir sanctuariser un certain nombre d'activités que l'on va considérer comme essentielles à la collectivité nationale. Et donc, au-delà de la protection d'intérêts économiques ponctuels, c'est bien la nécessité, et c'est souvent par la législation et donc par la contrainte, que l'on va demander à ces entreprises de hausser leur niveau de sécurité, de se doter d'équipements, de se doter de dispositifs de détection, de dispositifs de réponse à incidents, et donc d'attenter en quelque sorte à la stricte autonomie du décideur d'entreprise qui pourrait dire après tout j'assume mon risque et je vis ma vie dans non, là on leur dit au regard du caractère stratégique, critique de votre activité, voilà, vous avez des obligations qui s'imposent à vous en termes d'identification des actifs, de protection, en termes de redondance et de capacité de duplication des données ou des équipements. Voilà, c'est évidemment exorbitant de droit commun par rapport au droit du chef d'entreprise qui pourrait dire après tout je gère ma société comme je veux. Ah non, on considère que le scénario catastrophe, ou en tout cas qu'on pourrait envisager, deviendrait réalité si ces acteurs-là étaient atteints en cascade et durablement. Et comment vous expliquez que, par exemple, votre retour direct, et je posais la question à Nicolas et à Stéphane, sur le hacking là, de l'oléoduc Colonial Pipeline, ça ait généré un tel vent de panique. Comment vous expliquez ça? Alors, je laisse Stéphane répondre. S'il a un avis. Stéphane, est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, en fait, comme le dit justement Nicolas, en fait, on a deux mondes parallèles. On a le monde physique et le monde digital, qui est un monde avec des règles, avec un fonctionnement. Et dans le domaine de la cybersécurité, on va dire que dans le domaine de l'IT, donc de tout ce qui est messagerie, mode de fonctionnement d'une entreprise, on a un certain niveau de protection. Et malheureusement, dans tout ce qui est industriel, donc tout ce qui est operational technology, OT, on va dire qu'on est plutôt dans les années zéro. Et donc, on part de beaucoup plus loin en termes de protection en fait d'une infrastructure critique. Et bien évidemment, plus de vulnérabilité, plus de capacité en fait à pouvoir intenter en fait des blocages, des fermetures, voire des ransomware. Et en fait, la problématique est que dans ce cas bien précis, on touche à quelque chose de critique. Et donc, Nicolas parlait d'OIV, la fourniture en fait de pétrole, de ressources naturelles, devient effectivement très structurant pour un pays. Et donc, surtout quand on touche un des leaders mondiaux dans le domaine, quoi. Alors, sur la deuxième question, la troisième question, pour construire l'Europe de demain, on nous explique que nos normes ne peuvent être sous contrôle américain, que nos infrastructures, nos ports et nos aéroports sous capitaux chinois et nos réseaux numériques sous pression russe. Donc, on se pose quelques bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité à envisager les questions en termes de cybersécurité quand on n'a pas la maîtrise de nos infrastructures, quand on n'a pas la maîtrise de nos systèmes d'exploitation, quand toutes les administrations utilisent la suite Office 365, quand alors qu'on est en plein Roland-Garros, on nous explique que, je crois que c'est Amazon Prime, a une exclusivité. Comment on va gérer là? Comment on gère? Nicolas? Je crois que vous avez je crois que Orange et Capgemini ont annoncé leur intention de créer une société bleue. Voilà, la question, il faut la prendre, pour la séquencer, parce qu'on regarde de l'ampleur du sujet. La première chose, c'est que plus on aura
des gens, et je parle de gens, de citoyens, pas forcément, je ne parle pas de PDG d'entreprise, mais vraiment de citoyens, d'individus qui auront une connaissance, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en informaticien ou tout le monde en juriste éminent et spécialisé, mais d'avoir une connaissance de quelles sont les règles et comment fonctionne une technologie. Déjà, ça évitera que les gens soient des... Alors moi, quelque temps, j'ai fait un papier dans les Échos où j'ai parlé j'ai plaidé pour dessiner l'homo numericus, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois un peu plus juriste et un peu plus technicien. Parce que, en fait, le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui, dans nos usages quotidiens, personnels et professionnels, est de plus en plus exigeant sur ces deux dimensions. Et donc, la question, elle est de dire, voilà, il va falloir que les consommateurs, par leur choix personnels, mais également leur choix quand ils sont décisionnaires dans le monde de l'entreprise, des administrations, des collectivités, effectivement vont structurer le marché, vont structurer des acteurs en leur donnant un certain poids. Faut garder à l'esprit qu'une entreprise, c'est un corps social mortel, c'est-à-dire que si elle n'a pas de clients, il y a un moment où elle se délite. On a vu des entreprises du numérique qui à un moment avaient le vent en poupe. Quand on était amateur de musique il y a quelques années, il fallait avoir un compte MySpace. Si vous n'aviez pas de compte MySpace, vous n'étiez pas un artiste accompli. Bon, il semblerait qu'aujourd'hui, MySpace existe toujours, mais disons que ce soit nettement moins dans la panoplie un élément incontournable. Bon, et ben là, c'est la même chose pour les grands prestataires en services numériques. Les consommateurs, les citoyens, les dirigeants d'entreprises ou les décideurs publics ont des responsabilités au moment effectivement où ils procèdent à des acquisitions, ils signent des contrats. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance alors qui peut être, comment dire, simplifiée ou en tout cas traduite en termes opérationnels et compréhensibles par un comité de direction. Mais c'est vrai qu'il va falloir avoir une connaissance des conditions d'exploitation, des conditions d'accès, des conditions de supervision. Et donc, c'est vrai que on est dans un domaine où l'expertise va permettre d'avoir des gens qui ne soient pas uniquement des consommateurs passifs de technologies développées par d'autres. Et c'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité, la famille européenne, alors même s'il y a une entité structurante qui s'appelle l'ENISA, qui est une agence intergouvernementale, puisqu'elle est dans le cadre des instances de l'Union européenne, qui est basée à Héraklion et à Athènes, en Grèce. Bon, on voit bien que la famille européenne ne lui a pas consacré des budgets extrêmement conséquents, l'a placée dans une capitale européenne, certes, mais pas au cœur des lieux de pouvoir de la famille européenne, c'est-à-dire Luxembourg, Bruxelles ou Strasbourg. Et donc, effectivement, même les pays membres d'une famille aussi intégrée qu'est l'Union européenne, semblent d'abord privilégier la culture et l'expertise nationale, et alors même qu'effectivement les États-Unis se retrouvent sur un territoire de 350 millions d'habitants avec un droit unique et donc un dispositif beaucoup plus homogène. Mais la famille européenne a encore un décalage. Alors on fait une réglementation qui s'applique aux 27 États membres, bien sûr, qui peut avoir une vocation à s'exporter, puisque c'est le cas du règlement général sur la protection des données, qui de facto s'est appliqué à des partenaires de l'Union européenne ou à des entreprises qui co-contractaient avec des sociétés européennes. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour construire la riposte, la technologie, voilà, les États sont assez précautionneux de leur expertise. Pourquoi ? Parce que l'expertise, elle est rare en nombre, elle a besoin d'être disponible. Et donc, effectivement, c'est un peu, alors pas du chacun pour soi, je caricaturerai pas à ce point, mais en tout cas, on sent que l'importance, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous verrez que les pays membres, la France, l'Allemagne, ont tous publié des stratégies nationales de cybersécurité. Et effectivement, les gouvernements sont très attentifs à avoir une stratégie nationale de cybersécurité. C'est un élément, c'est une composante aujourd'hui de la souveraineté telle qu'elle se considère classiquement dans le domaine diplomatique, militaire, économique et donc désormais en plus cyber. Alors, on parle beaucoup de cloud de confiance, conçu pour répondre, comme vous le disiez, mais aux besoins de souveraineté de l'État français, des administrations et des entreprises dotées d'infrastructures critiques. Mais quelle sera l'immunité de Bleu, qui est une société qui doit fournir le cloud de confiance, à l'égard des législations extraterritoriales ?
et quelle indépendance économique, puisque la souveraineté, ce n'est pas la capacité d'empêcher les données de sortir d'un territoire européen, mais peut-être la capacité à imposer ses valeurs et sa réglementation. Donc, on n'a peut-être pas les GAFAM, on a le RGPD avec son extension à l'heure actuelle et nos valeurs européennes, mais aujourd'hui, dans le dispositif du cloud de confiance que l'on met en place, en pratique, est-ce qu'on va y arriver à la souveraineté ou on va rester dans une forme de suzeraineté? Ça, c'est l'avenir qui le dira. L'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions opérationnelles, c'est-à-dire qui rencontrent plusieurs dimensions, la conformité avec la législation, la mise à disposition d'outils techniques qui correspondent aux critères de performance qu'attendent les entreprises pour tirer parti de cet outillage numérique, c'est-à-dire qu'elles ont du mal, et c'est normal, à concevoir le fait d'avoir des solutions moins performantes, dégradées. Donc voilà, on est obligé de trouver un consensus entre la conformité juridique, la disponibilité de services techniques et le fait de passer avec des prestataires de confiance. C'est un travail, justement, c'est une proposition qui est faite. Maintenant, il faut que le marché, il faut que les acteurs, ceux qui structurent un marché, ça reste avant tout les consommateurs, enfin, ou les entreprises, mais les utilisateurs. Donc, j'évoquais, voilà, des offres. Il s'avère qu'il y a eu des essais par le passé qui n'ont pas rencontré la demande. Donc la question, c'est qu'effectivement, le problème va être aussi de la part des décideurs des entreprises, en disant, voilà, quelles sont les solutions que vous privilégiez, quels sont les choix stratégiques que vous faites, et est-ce que vous êtes prêt, le cas échéant, alors, à changer d'équipementier, à changer de fournisseur, à adapter votre mode de production ou de stockage des données. Voilà, il faut la rencontre de cette offre et de cette demande. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition une solution qui correspondrait aux deux environnements. Mais ce ne sera que ce que les clients, enfin en tout cas les entreprises en feront. Donc on n'est pas forcément dans une logique d'opposition. On a bien compris qu'il fallait peut-être avoir un vrai marché européen un peu plus souverain et en tout cas attaché aux valeurs européennes, quitte à payer plus cher. Mais personne ne veut renoncer à acheter le dernier joujou Apple. Hein, ça, on est tous là-dessus. Le payer plus cher, ne s'est jamais démontré. Enfin, très sincèrement. Donc c'est pour ça que j'ai bien insisté sur les critères. Il faut qu'il y ait la conformité juridique, la performance technologique, mais le surcoût. Les entreprises, les conseils d'administration, les comités exécutifs sont très précautionneux, surtout dans des périodes de tension, la notion de surcoût qui serait liée à un produit, elle est pas forcément modélisée. Donc c'est là où effectivement ça va être intéressant de voir quelle est la réaction, parce que déjà le fait éventuellement de changer d'hébergement, de déplacer ses activités, on parle beaucoup de la portabilité des données. Bah, effectivement, on va voir si le cadre juridique permet la portabilité de données, très bien. Donc maintenant, de voir si la mise à disposition d'une offre va faire, et on peut le souhaiter, il faut le souhaiter. Enfin, c'est intéressant de voir quelle va être la réaction. Mais c'est pas tout d'avoir à disposition des outils, il faut après que des gens y souscrivent. Donc c'est là justement maintenant le balancier, ou en tout cas la question va se poser de la part des décideurs. Donc le retour au matériel et au rappel des fondamentaux. Alors la troisième question, c'est quelle serait la menace la plus ignorée en matière de cybersécurité? Je vous rappelle, parce que c'est une théorie que vous connaissez, je crois que vous la pratiquez, la théorie du signe noir, qui a été développée par Nassim Nicolas Taleb dans son essai « La puissance de l'imprévisible », c'est-à-dire un événement qui a une faible probabilité de se dérouler, un événement rare. Alors, il dit qu'il y a 3 critères. L'événement est une surprise, l'événement a des conséquences majeures, l'événement est rationalisé a posteriori. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme exemple de signe noir, c'est-à-dire comme exemple de menaces qui sont actuellement sous les radars, mais qui pourraient devenir très problématiques dans les années à venir, selon vos 2 expertises, Nicolas et Stéphane? Si je peux prendre la parole, de mon point de vue, en fait, la principale menace en fait qu'on peut voir, c'est effectivement le fait qu'on ne tire pas profit en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'ait pas cette capacité en fait à identifier les risques et donc cette capacité à voir ce qui va arriver. On est en train souvent de faire une protection périmétrique, de protéger le château. On essaie de mettre des murs, des protections, et en fait, on sait bien qu'on ne peut pas protéger à 100%.
Et donc, c'est important d'être capable de pouvoir voir plus loin et de pouvoir, envoyer des éclaireurs et d'être capable de pouvoir remonter des signaux faibles qui vont nous permettre de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Et donc, de couper dans l'œuf, en fait, des processus d'attaque. On sait très bien qu'un projet réussi est un projet préparé, et ben c'est aussi vrai pour les hackers, en fait. Donc, aujourd'hui, en moyenne, une entreprise qui se fait hacker, elle met une centaine de jours, c'est-à-dire plus de 3 mois, en fait, à se rendre compte qu'elle a été hackée. Et donc, ça laisse le temps, bien évidemment, aux criminels de regarder, de préparer leur attaque et de faire ce qu'ils veulent, tranquillement. Donc, les entreprises sont effectivement souvent aveuglées par, les cyberattaques et, bien évidemment, par rapport aux investissements qu'ils doivent réaliser dans ce domaine, parce que, bien évidemment, c'est l'enjeu, combien on doit mettre en avance de phase pour se protéger et quoi. Un exemple, pour vous donner un exemple ou 2 exemples concrets, ce qui s'est passé là avec une grosse ESN, qui s'est pris un malware Ryuk, vous voyez de qui je veux parler, Ryuk, donc, qui a été identifié quand même en 2018. Cette ESN s'est pris Ryuk en 2020, si je ne dis pas de bêtises. L'impact a été donc de bloquer 40 000 postes donc des utilisateurs employés, un impact financier de 45 millions d'euros. Et donc, un certain nombre de collaborateurs ne pouvant pas travailler ont été chez des clients. Et donc, je tiens ça de la bouche du RSSI de la banque, qui a donc hébergé donc un collaborateur. Et bien sûr, ce collaborateur a infecté le SI de ce banquier, du SI banquier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la banque n'a pas été impactée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait mis en place une protection ultra innovante, non nationale, afin de bénéficier de retours d'expérience, je dirais, de territoires un peu plus lointains, quoi. Et donc, bien évidemment, quand on voit qu'une grosse ESN qui se veut être leader dans le domaine de la cybersécurité se fait hacker par un malware qui date un petit peu, même si c'est une variante, on voit que des acteurs qui arrivent à anticiper, à regarder des solutions innovantes, peuvent se prémunir d'un certain niveau, bien évidemment, je dirais, de protection et sortir à peu près propre, en fait, de ce type d'attaque. Alors, moi, juste une petite, une question, une demande de précision, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les failles 0D sont celles qui sont les plus développées en matière de cyber-risque, ou est-ce qu'au contraire, finalement, les failles 0D, ça représente quel pourcentage des failles de sécurité ? Une faille 0D, c'est une faille qu'on découvre au moment de l'attaque et qui n'était pas documentée préalablement pour nos auditeurs. Alors, oui, tous les gagnants ont tenté leur chance. C'est-à-dire que par essence, une faille 0D, elle n'est pas... Alors, plusieurs choses. C'est vrai que c'est un métier de chercher des failles 0D. Pourquoi ? Parce que ces failles, elles ont un prix. Elles sont d'ailleurs dans... Alors évidemment, c'est pas une activité licite. Enfin, en tout cas, c'est une activité qui a pignon sur rue, mais qui... trouve un panel d'acheteurs qui est forcément... D'ailleurs, les États sont des gros acquéreurs de 0D parce que ça leur permet effectivement, dans le cadre de leurs actions et de leurs services de renseignement, de conduire des opérations d'intrusion. Donc, c'est vrai que là, évidemment, le problème de l'industrie informatique, c'est que, c'est une exception par rapport aux autres industries, c'est-à-dire que évidemment, les infrastructures, la composition des équipements est pour le moins poreuse et perfectible par nature. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui, depuis 40 ans, des éditeurs de solutions qui, depuis 40 ans, publient un patch, donc un pansement du mardi, une fois par mois, pour mettre à jour des failles qui ont été documentées dans leurs équipements. Alors évidemment, leurs logiciels sont produits et aménagés et enrichis tous les jours, donc c'est pas quelque chose de figé. Mais par contre, on voit bien qu'il y a cette continuité de correctifs qui est nécessaire. Donc évidemment, c'est une industrie qui est en amélioration continue, si on voit ça de manière positive. Et donc, tant que une information, et c'est la raison pour laquelle lorsque une faille est documentée,
il existe un réseau d'infrastructures de supervision qui ont vocation à partager l'information de manière à ce que tout le monde disposant de cette information mette à jour, selon les modalités, les éléments de supervision de ces infrastructures. Pourquoi ? Parce que le pirate, en ayant connaissance de cette défaillance, pourrait l'exploiter, misant sur celles et ceux qui n'ont pas mis à jour et qui n'ont pas procédé à la mise à jour. Donc oui, il y a un business et une activité, un intérêt pour ces 0D. Simplement, c'est très difficile de le quantifier parce que effectivement, par nature, on n'est pas sur un marché public, on n'est pas sur un marché d'une très grande transparence. Et puis, quelquefois, il y a ces fameuses 0D qui auront effectivement, c'est une défaillance, c'est une faille, mais qui n'auront pas d'impact particulier. Puis certaines permettront d'accéder à des éléments extrêmement critiques. Alors, une des réponses que l'industrie a apportées à cet écosystème, c'est ce qu'on appelle en bon français le bug bounty, c'est-à-dire que on a institutionnalisé, légalisé le fait que quelqu'un, un homme, une femme, puisse aller voir une entreprise, une administration, une collectivité, en lui disant: voilà, moi sur votre site internet, sur votre produit, parce que ça peut être un équipement, je sais pas, un drone, ça peut être une caméra, ça peut être enfin tout équipement numérisé. J'ai trouvé une faille et donc je souhaite est-ce que vous la signalez, et on peut envisager la monétisation, le fait que la personne va être payée pour ça. Vous avez des entreprises qui ont ouvert des programmes de bug bounty avec des classifications de primes, et en fonction de la criticité, de l'importance de la faille qui aura été découverte, elle vous indemnisera et ce sera une activité. Et des gens le font. Alors ça peut être soit une activité à temps plein, mais ça peut être une activité un peu comme presque ludique, ou en tout cas un processus d'apprentissage. Je sais que nous, c'est un procédé qu'on utilise, qu'on encourage, parce que c'est une démarche vertueuse, parce que effectivement la relation est codifiée, elle est affichée à l'avance, elle est transparente, et surtout, ça a permis aux législateurs d'évoluer dans son état d'esprit. Il y a quelques années de cela, lorsque le groupement des cartes bancaires avait reçu un message d'un passionné d'informatique qui avait trouvé une faille, effectivement, le premier réflexe de l'institution avait été de considérer que l'entrée en pourparlers de cette personne était assimilée à un début d'extorsion et de chantage. Donc évidemment, dépôt de plainte et poursuite. Bon, on a heureusement quitté cette époque-là, et aujourd'hui, on peut considérer que des gens, quel que soit leur grade, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur localisation géographique, peuvent, par leur expertise, leur talent, leur chance, parce que la chance fait partie du talent, détecter une faille, la signaler, ne pas être poursuivi pour ça, et le cas échéant, être même financièrement récompensé. Alors, une autre technique, effectivement, donc le bug bounty, bien évidemment, il y a un mécanisme, en fait, de ce qu'on appelle le digital risk protection, qui va permettre, justement, d'écouter de façon passive et de mettre sous monitoring, en fait, les assets d'une entreprise. Donc assets, on va parler d'adresse IP, comment nom de domaine, son domaine. Donc ce qui est visible depuis l'extérieur en mode passif, d'accord. Donc là on va être beaucoup plus soft par rapport au bug bounty. Et en fait on va regarder donc ce que les hackers peuvent voir depuis l'extérieur, mais également monitorer les groupes de hackers. Donc des réseaux sociaux, des hackers particuliers, s'infiltrer dans des groupes. Et donc, par rapport à ce monitoring, être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment un hacker, et souvent, donc on l'a dit, le métier du hacking s'est professionnalisé, et en fait, ils vont vendre des malwares, des 0D, pour pouvoir les proposer à d'autres personnes pour pouvoir hacker un groupe. Et donc, si on écoute ces réseaux et on est capable de faire de la corrélation entre ce qui se dit et une probable attaque, une attaque qui est en phase de gestation, on va être capable de comprendre tout de suite ce qui se passe et de remonter l'alerte pour dire il y a quelque chose qui se passe, et donc essayer de prévenir plutôt que d'attendre qu'on se fasse attaquer, pour réagir. Et donc il y a plein de techniques complémentaires. Bien évidemment, il n'y en a pas une de bonne. C'est cette association qui fait que on va limiter le risque et on va être capable de pouvoir effectivement faire en sorte que les hackers, au final, regardent à côté, parce qu'on va être moins attrayant, parce qu'on va avoir une surface en fait d'attaque qui va être bien moindre que le copain. Et au final, on voit tout de suite en fait des entreprises qui sont protégées,
il faut moins de 5 minutes, moyennant un scan, pour trouver, pour un hacker, si l'entreprise s'occupe réellement de son système d'information ou pas. Et donc, bien évidemment, on va là où c'est le plus simple, quoi, en fait. Et donc, la problématique est vraiment de pouvoir rendre, entre guillemets, la vie plus difficile aux hackers, et donc de prendre des choses en main pour faire en sorte que on puisse être acteur, je dirais, de sa sécurité, et pas être en mode passif et attendre effectivement qu'il se passe quelque chose pour agir. Alors, moi, j'ai une petite question justement sur les groupes de hackers. Dans les années 80, il y avait par exemple des groupes comme le Chaos Computer Club à Berlin. Dans les années 90, ça a été un peu l'âge d'or des hackers américains. On pense notamment à Kevin Mitnick. Aujourd'hui, les hackers, ils viennent de quel pays et quels sont les groupes qui sont, entre guillemets, les plus influents? Alors, il n'y a pas contrairement à la nécessité d'avoir des ressources naturelles, la seule chose, c'est que il n'y a pas de territoire privilégié. La seule chose, c'est qu'effectivement, on est dans une économie qui permettrait donc des gens qui souhaitent gagner de l'argent à partir de leur territoire. Il peut y avoir des régimes juridiques qui sont peut-être moins regardants sur un certain nombre d'activités dès lors qu'elles n'atteignent pas leurs propres intérêts et leur propre population. On peut avoir une partie de ces hackers qui vont avoir une activité crapuleuse et par contre l'essentiel de leur journée, et qui à un moment vont mettre à disposition leur expertise, un peu comme des mercenaires, alors des corsaires qui vont garantir, bénéficier d'une protection, en tout cas d'une relative tranquillité, en échange de leur contribution à des actions qui, dans la nomenclature classique, relèverait des services gouvernementaux. Et donc, ça permet aux services gouvernementaux déjà d'avoir accès à une expertise qui est pas si développée que cela, et en plus d'éviter l'attribution facilitée par le fait que ce soit des personnels d'armée régulière ou de services de renseignement qui soient à la manœuvre. Là, on peut, si d'aventure une traçabilité était envisagée, on tomberait bien sur des individus n'ayant pas d'attribution de responsabilité avec un service gouvernemental. Donc ça faciliterait la possibilité pour l'État, s'il devait être mis en cause, de nier toute implication dans le dispositif. Donc on est dans un univers où en fait la porosité est la règle, soit dans les organisations, puisque on a même vu des États, notamment je passe à des États soumis à des embargos internationaux, conduire des opérations qui relevaient d'habitude d'activités crapuleuses, parce que ils avaient besoin, c'était un moyen de faire rentrer des devises alors qu'ils étaient soumis à des embargos internationaux. À l'inverse, on a un cas qui est documenté, en tout cas aujourd'hui, par le FBI dans la liste le FBI, si vous allez sur fbi.gov, vous avez une liste un peu qui est certainement une réminiscence de l'époque du Far West, mais des most wanted criminals, donc des criminels les plus recherchés. Et il s'avère que maintenant vous avez d'ailleurs de plus en plus de pirates. Alors moi j'utilise le terme de hacker. Pour nous, le terme de hacker, il est positif. Un état d'esprit de hacker, c'est quelque chose de tout à fait bienvenu. Et après, simplement, ce hacker va avoir des motivations crapuleuses, idéologiques, plus ou moins sympathiques et légitimes. Mais par contre, l'état d'esprit de hacker, je vous souhaite, dans vos organisations privées, petites, privées, publiques, moyennes, grandes, d'avoir des gens qui ont un état d'esprit de hacker. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'une qui, déjà, quand il voit une technologie, elle voit une technologie, cherche à la comprendre, donc ne pas uniquement être un consommateur passif. Ensuite, cherche à la personnaliser ou à l'adapter et à rajouter des fonctionnalités ou à en supprimer. Donc, nous avons besoin, pour notre économie de concurrence et de compétition, d'avoir des gens qui aient cet état d'esprit-là et pas uniquement des gens qui savent utiliser les fonctionnalités conçues et développées, voire limitées par d'autres. Donc, effectivement, on va avoir ces personnes qui vont pouvoir, avec ces activités-là, je pensais justement donc de ces most wanted criminals, parce que une entreprise américaine qui s'appelle Equifax gère des profils de centaines de milliers, même de millions d'Américains, puisque lorsqu'en 2017 cette entité a été piratée, c'est le profil mais très complet personnel, les données personnelles très détaillées et complètes de 143 millions d'États-Uniens.
ça a la saveur, quand on le regarde comme ça de prime abord, d'une attaque crapuleuse pour récupérer des données personnelles de manière à conduire des opérations d'usurpation d'identité. Et ben en 2020, donc 3 ans après les investigations, le FBI annonce, et en tout cas affirme, que cette action a été conduite par une unité de l'APL, l'Armée populaire de libération. Et sur le site internet du FBI, vous allez avoir les profils des officiers de la section et des unités de l'APL qui, selon les investigations du FBI, sont à la manœuvre. Donc, ce qui aurait pu être analysé comme étant une activité crapuleuse, parce qu'il n'y avait pas de renseignement diplomatique, il n'y avait pas de renseignement stratégique financier, financier au sens d'intérêts gouvernementaux dans cette base de données, il s'avère, en tout cas, le FBI affirme que c'est un État et une armée régulière qui est à la manœuvre pour conduire cette opération de pénétration et d'exfiltration des données. Donc, là, on est dans un univers de porosité, on est dans un univers d'apparence, et on est dans un univers où la notion d'allié est toute relative, puisqu'on a vu même que des alliés politiques, diplomatiques, se trouvaient dans le terrain cyber en situation de confrontation, et que des pays amis de la France, si on prend l'exemple de l'actualité encore récente, ont démontré qu'ils utilisaient une partie de leur savoir-faire, de leur arsenal numérique pour conduire des opérations offensives à l'encontre d'un pays qui est pourtant membre de l'Union européenne, comme eux, partenaire diplomatique et démocratique au sens certain et entier du terme, à n'en pas douter. Mais n'empêche que, de toute façon, dans le domaine des cyberattaques, le drame, c'est pas tellement de conduire des opérations, mais c'est toujours de se faire prendre. Donc l'autre question serait peut-être, est-ce que le cyber, c'est un réseau ou un espace, si je vous suis? Finalement, il n'y a pas de règles. Pas vu, pas pris. Stéphane. Comme on disait, effectivement, c'est un monde parallèle, d'accord. Donc il y a des impacts dans le monde, je dirais, physique, mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de règles établies. La seule règle, c'est celui qui les valeurs de fonctionnement en fait d'un pays et comment on va les utiliser en fait. Donc bien évidemment en fait ce qui se passe, c'est que on va retrouver des États, des entreprises, des groupes, des associations qui vont vouloir effectivement commettre des délits avec des moyens plus ou moins élaborés. Et donc on se rend compte qu'effectivement ce monde est mouvant, le monde est plat en la matière, et on voit bien que cette capacité d'action qui peut être sur n'importe quel point de la planète fait que la recherche de hackers est souvent assez compliquée. On a le cas pour parler donc des exemples concrets qu'on a réussi à élucider. Pour donner juste 2 exemples, un premier, on accompagne notamment des VIP dans la protection en fait de leur image. Et donc d'être capable de pouvoir identifier quelles sont les vulnérabilités qu'elles pourraient avoir. Et on a eu un VIP, donc un membre du COMEX, qui a reçu des menaces de mort par email. Donc on peut dire que ok, c'est pas grand chose, sauf que ça commençait à être assez virulent, et donc donc cette société a demandé à Cyberint de remonter en fait la chaîne et d'essayer de faire une investigation, ce qui a été fait. Et en fait on a réussi à remonter la filière et à communiquer en fait un dossier à l'entreprise pour qu'elle puisse les remettre, si elle souhaitait, aux forces de l'ordre, pour notamment là, ça amenait une arrestation. Donc effectivement, on voit bien que il y a des groupes qui peuvent s'organiser par rapport à ce type de choses. Pour vous donner un autre exemple très concret qui s'est passé sur Paris, nous avons une entreprise dans le domaine de la santé, 1500 médecins pris dans le privé, qui étaient sous monitoring, et au bout de quelques heures, on apprend que un groupe de hackers était en train de commercialiser en fait une base de données sensibles. Et donc grâce aux fonctions de Humins, on est rentré en contact avec ce réseau de hackers. On a essayé de comprendre d'où venait effectivement la fuite. Est-ce qu'il y avait des complices? Donc on a récupéré l'information,
bien évidemment, on crée tout de suite, je dirais, de la bande passante avec le responsable qui, lui, voit tout de suite l'impact. L'entreprise, vu son chiffre d'affaires, on aurait eu pour 20 millions d'euros de pénalité si les données étaient publiées, quoi. Et donc, sans compter l'impact, bien sûr, commercial. Et donc, l'activité a été, bien évidemment, de pouvoir, identifier l'origine de la source, et donc c'est ce qui a été fait assez rapidement, avant même qu'il y ait commercialisation des informations, et l'entreprise nous a demandé si on pouvait faire un take-down des informations, et c'est ce qui a été fait. Et donc, au final, on voit que, le fait de pouvoir anticiper et d'être, en avance de phase, fait que cette entreprise qui aurait dû avoir un impact, je ne sais pas lequel, s'est retrouvée à continuer à sa vie comme elle faisait, et bien sûr, investir après ça lourdement dans le domaine de la cybersécurité, notamment dans tout ce qui est monitoring, quoi. Donc voilà des exemples concrets, très opérationnels de ce que l'on peut vivre, malheureusement, je dois dire en ce moment, sur ce type de choses. Alors, je vous remercie pour ces explications et je vais reposer une question à Nicolas compte tenu de son implication notamment sur la mission Campus Cyber. Quelle est l'action de la France en la matière et quelle est notre crédibilité ? Alors, notre crédibilité, elle est importante en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a très nettement dans les pays européens, sur les 27, alors je mets à l'époque des 28, la Grande-Bretagne avait une relative autonomie dans ce domaine-là, mais la réglementation, la stratégie européenne en matière de cybersécurité, elle est très nettement d'inspiration franco-allemande. L'Allemagne dispose d'une agence, donc le Bundessicherheit Informationsdienst, donc qui est un bureau qui est le plus gros certainement en termes de moyens, en termes d'antériorité. Il s'avère que l'ANSSI est certainement le deuxième acteur en termes de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc vous avez son site internet, c'est ssi.gouv.fr. C'est les deux poids lourds en termes de recrutement, en termes d'activité. Sont les pays. La France a d'ailleurs comme l'Allemagne, on fait le choix de scinder. C'est un choix stratégique, la défense de l'attaque. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, des Britanniques. Les Britanniques ont, au sein de ce qui s'appelle le GCHQ, à la fois l'équivalent du service de renseignement, à la fois les services d'interception, mais également l'activité de protection. La France a, de manière doctrinale, séparé l'action offensive de la protection. Donc l'ANSSI est en charge de la protection des infrastructures de l'État, de l'édification de la réglementation concernant les opérateurs d'importance vitale, de justement porter la voix de la France en termes de réglementation et de normalisation des produits, des équipements. Donc c'est à la fois une vraie culture technique et juridique, normative en tout cas. Donc après, on a effectivement une école mathématique, et c'est vrai que les pays qui ont des écoles mathématiques sont appréciés. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas évidemment des États-Unis. La question après, c'est effectivement l'extrême tension sur le marché de l'emploi, puisqu'on est dans un domaine où tout le monde recrute, c'est-à-dire les administrations civiles de l'État, les administrations militaires de l'État, les fournisseurs de services de cybersécurité, les entités utilisatrices, et puis également le monde criminel, il faut quand même le reconnaître. Donc on est dans un domaine où il n'y a pas suffisamment de personnel disponible et formé. C'est pour ça que on a intérêt à élargir. Alors, c'est pas tellement d'élargir les formations, parce que les formations existent. Ce qu'il faudrait, c'est que ces formations soient complètes, c'est-à-dire complètes au sens de que les amphithéâtres soient pleins. Et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans un schéma où il s'agirait de dire oh là là, il manque des cursus académiques. Non, les cursus académiques, ils existent, ils sont très performants, ils sont en nombre, et même il y en a à peu près dans différentes régions, donc on n'est pas obligé d'être à Paris pour avoir un enseignement efficace et performant, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Télécom Nancy, ou que ce soit à l'IMT Lille Douai. Enfin voilà, on peut couvrir le spectre. Par contre, il faut des candidateux, c'est très important, des candidateux. Il n'y en a pas suffisamment, et des candidats, il en faut en nombre. J'insiste sur les candidateux, c'est aussi un gage d'efficacité. Pourquoi ? Parce que si dans la conception des outils de protection, alors je mets de côté l'attaque, nous procédons à des
On a des équipes de ce qu'on appelle les pen testers, des gens qui font le métier, c'est faire des tests de pénétration, donc évidemment ne vont pas jusqu'à la destruction, mais permettent d'éprouver la robustesse d'un système de sécurité. Il faut des gens de toutes origines. Il faut des gens, moi j'ai des équipes de pen testers qui sont en Afrique du Sud, j'en ai en Pologne, on en a en Asie, on en a. Pourquoi ? Parce qu'il faut des gens qui pensent le monde différemment. Si tout le monde, on avait des équipes monochromes, monoculture, en fait, elles dupliqueraient toujours les mêmes modes opératoires, les mêmes modes de protection. Les attaquants sont par essence globaux et internationaux. Les environnements dans lesquels on va déployer nos systèmes, ils sont globaux et internationaux. Il faut donc des femmes, des hommes, de manière à avoir la diversité. C'est même un gage d'efficacité. C'est pour ça qu'elles sont. Nous, on fonctionne beaucoup sur la cooptation. Et on favorise justement la cooptation, notamment des expertes. L'idée, c'est de dire effectivement, il faut des gens d'horizons et de cultures différentes. De la même manière que on n'a pas besoin d'avoir des gens qui soient tous ingénieurs. C'est important d'avoir des ingénieurs, c'est formidable d'avoir des ingénieurs, mais vous avez des gens qui soit n'ont pas le cursus académique, soit avec un très bon bac+3. Très bon bac+3, vous travaillez 3-4 ans, l'employeur, s'il a envie de vous garder, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous financera votre Master 1, ensuite il vous gardera 2-3 ans, il vous financera votre Master 2. Donc voilà, et c'est pas forcément nécessaire de s'endetter sur 5 ans, 6 ans de scolarité, et surtout en disant je ne remets plus les pieds dans un amphithéâtre parce que je me suis endetté ou voilà, j'ai passé trop longtemps sur les bancs de l'école, il faut que je travaille. Bon bah quelquefois avoir une très bonne licence, c'est peut-être très bien pour justement commencer à avoir des premiers jobs qui seront plutôt bien payés parce qu'effectivement il y a des tensions actuellement et pour un petit moment encore je pense sur le marché de l'emploi. On est dans un domaine où le salarié a la main à n'en pas douter. Donc c'est vrai que et par contre il faut investir dans la connaissance et la connaissance c'est un apprentissage en continu, ce qui est très familier dans cet univers de la cyber. Souvent plutôt pour recruter quelqu'un, bon, on a le diplôme, on a le CV, c'est très bien. Mais je veux dire, entre la cooptation puis les exercices concrets, on vous donne un mode à résoudre et on voit bien comment vous raisonnez. Bon, à la limite, si vous savez bien raisonner et vous avez trouvé des solutions, mais vous n'êtes pas forcément titulaire d'un diplôme de telle ou telle grande école, effectivement, vous avez là aussi toute votre place. C'est la pratique et également une dimension qu'il faut garder à l'esprit, qui est la notion d'éthique. L'éthique, c'est important parce que un grand pouvoir impose de grandes responsabilités, comme disait l'autre. Ça veut dire que, effectivement, on a affaire à des gens qui ont la possibilité de causer des dommages, qui ont la possibilité de rentrer dans des systèmes à l'insu de leurs propriétaires légitimes. Donc, en termes de management, il faut avoir des managers capables d'apprécier les notions d'éthique, d'apprécier de les rendre tangibles et de les faire vivre, de manière à ce que les collaborateurs soient toujours du bon côté de la force. Et c'est aussi une dimension humaine. On parle technologie, on parle savoir, mais également cette patte humaine, elle donne toute cette dimension à cette activité parce que effectivement des usages malveillants peuvent exister et donc il est important d'avoir cette éthique. C'est pour ça que nous on parle de hacker éthique parce que justement c'est des valeurs telles qu'on les évoquait qui justement permettent de mettre à contribution et la mise à contribution, elle va être sur des sujets extrêmement variés. Moi, je sais que on est intervenu au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il s'avère que quand la Fondation du patrimoine a été désignée comme bénéficiaire des fonds des donateurs du monde entier, évidemment, cette fondation, elle n'avait pas de culture de cybersécurité parce qu'elle vit de la générosité publique pour restaurer des monuments historiques. Donc, en principe, la cybermenace, la criminalité organisée lui sont a priori étrangers. Quand vous êtes à votre insu sous les feux de l'actualité parce que Notre-Dame brûle et que l'État français désigne cette instance comme étant destinataire des fonds que les millionnaires du monde entier, que PayPal, qu'Amazon, des chèques que font des multinationales, vous êtes au cœur de la cybercriminalité en quelques minutes, parce que vraiment ça a basculé en quelques minutes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des collaborateurs qui sont contents, d'avoir été choisis, et deux, de mettre leur savoir-faire au profit d'une cause. Même, on ne parle pas religion, on parle pas, ça n'a rien à voir, c'est le fait de se dire, je sais que mon métier d'expertise technologique peut avoir une utilité. Et donc, effectivement, et on l'a vu pareil quand l'assistance publique hôpitaux de Paris a été attaquée pendant le premier confinement, effectivement, il y a aussi cette expertise-là qui peut être mise au service de causes encore plus larges. Donc finalement, on rejoint un petit peu l'esprit de la réglementation sur le RGPD avec le droit à l'autodétermination informationnelle, bien sûr.
et la nécessité de repenser le rapport à l'autre sur l'équilibre des forces. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on va avoir une forme d'autocensure dans le nouveau monde qui s'ouvre à nous, puisque la cybersécurité, pas certain, vous n'êtes pas certain d'avoir compris. Non, je ne suis pas certain d'avoir compris la subtilité du raisonnement. Sur la promotion si on est sur la promotion des valeurs pour lutter contre l'explosion de la cybersécurité, de la cybercriminalité, on va peut-être s'attacher aux valeurs également, le droit à la dignité, qui sont les valeurs promues par le RGPD. Est-ce que selon vous, il y a eu un impact du RGPD favorable en termes de cybersécurité? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Ou comme vous le suggérez, est-ce que c'est une démarche sur les valeurs, l'éthique? Alors moi, je n'ai pas la lecture que vous avez du RGPD comme étant portée sur les valeurs et sur l'éthique. Mais c'est sûrement une faiblesse ou une défaillance de ma part. Mais pour moi, le RGPD a un mérite, c'est qu'il met alors c'est pas glorieux parce que c'est sous le régime de la sanction, mais il met un prix sur les données personnelles. Jusqu'à présent, alors je parle là évidemment dans l'enceinte d'un cabinet d'avocats, donc je vais être très prudent et modeste, mais le quantum de peine maximum que la CNIL, la Commission nationale d'informatique, pouvait imposer avant le RGPD était à 150 000 €, l'amende maximum. Et si vous étiez défaillante, négligente, particulièrement mal aimable avec les agents de la CNIL, enfin vous aviez marqué une défiance particulière, on pouvait doubler cette somme, 300 000 €. Bon, c'est de l'argent, 300 000 €, je ne le conteste pas. Mais aujourd'hui, quand on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé d'une entreprise, l'amende que la CNIL française a donnée l'année dernière à Google, c'est 50 millions d'euros. Donc, l'amende de British Airways, c'était, alors après, ça a été amendé, mais 1,7% du chiffre d'affaires de British Airways en amende par l'autorité des protections des données britanniques. Donc, on est dans un monde où un conseil d'administration, un COMEX d'entreprise, d'une boîte d'entreprise, commence à écouter. Parce que à 50 millions, c'est le montant de l'amende. Après, ça ouvre potentiellement des droits à des réparations civiles de la part des victimes. Ça ouvre les marchés financiers. Les investisseurs vont demander quelles sont les mesures et les contre-mesures que vous avez mises en place et donc les investissements auxquels vous avez procédé. Et donc, on va se retrouver que ce qui était à l'origine quelque chose peut-être d'accessoire devient un élément. Et de la même manière qu'on commence à voir aujourd'hui des agences de notation financière, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, qui dégradent la notation d'entreprise au motif de leur relative cyber-insécurité. Et donc, ça veut dire qu'une direction financière d'une entreprise cotée va tout à fait s'intéresser à son niveau de sécurité. Et là, on sort du sujet des techniciens, parce que la direction financière... Et à son image. Oui, alors encore plus prosaïquement que l'image, parce que la notation d'une agence, la notation fournie par ces agences conditionne les ordres d'achat, les ordres de vente des titres en bourse, conditionne les conditions d'emprunt sur les marchés financiers. Donc là, on est au-delà de l'image. On est le fait que vous allez vous endetter et quand vous allez emprunter de l'argent, ça vous coûtera plus cher, que des ordres de vente ou de liquidation de votre titre en bourse vont être prononcés par des sociétés de bourse sur le fondement du risque que vous représentez. Les assureurs vont commencer à reconsidérer les primes et les conditions dans lesquelles les primes vont être calculées. Donc voilà, c'est tout l'environnement. Et c'est là où vous vous apercevez que tous les membres d'un COMEX s'intéressent à ce moment-là au sujet de la cyber et se disent « Oula, comment est-ce que je peux faire pour que dans mon domaine, le directeur marketing va se dire attendez, si moi j'ai des bases de données de clients avec des données personnelles, c'est moi le maillon faible si je n'ai pas mon fichier, il n'est pas conforme au RGPD, ou si les sous-traitants auxquels je le confie se font pirater et perdent ou se font voler les données. » Donc le marketing va s'y intéresser, la finance, je l'ai dit, va s'y intéresser, les RH avec les données personnelles des collaborateurs. Et donc on commence à s'apercevoir que l'équipe IT, enfin le monsieur ou madame système d'information, en fait n'est plus, en tout cas ne devrait plus être isolé pour pouvoir parler de cybersécurité. Et d'ailleurs, le seul risque qu'il lui pend au nez, c'est que d'autres s'en saisissent à sa place et que la direction de la gestion des risques, la direction juridique, les directions sûreté commencent à se dire après tout, est-ce que ce ne serait pas un domaine qui pourrait relever de mon autorité et de ma compétence? Et dès lors que des budgets commencent à être confiés à ces activités, ça devient un sujet, et on le voit très nettement dans les organisations, un sujet d'attractivité.
outre les explosions, on va dire des risques contentieux autour des recours collectifs et actions de groupe qui sont par le RGPD et qui sont en train d'exploser, à l'instar de ce qu'est en train de faire NOIB. Vous avez vu, alors elle se livre à une bataille sans merci. Elle a professionnalisé le monde de l'association autour du RGPD et puis elle est en train d'adresser des milliers de mises en demeure sur les cookies. Demain, ça sera très certainement sur les vulnérabilités. Donc finalement, c'est une course de vitesse. Et donc la question de la fin, c'est la cybersécurité, n'est-ce pas, se suicider parce qu'on refuse de mourir? Je laisse Stéphane sur cette question philosophique. Merci Nicolas. Moi, je dirais que d'une façon générale, la contrainte crée l'action. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que ne rien faire n'est plus une posture. D'accord ? Donc, on est obligé de bouger. Et que la cybersécurité participe à la souveraineté en fait, des États, des entreprises. Et le seul moteur, en fait, au final, c'est l'innovation. C'est la co-construction, c'est la collaboration, c'est bien évidemment la stimulation du capital humain, quoi. Et donc, en fait, on est dans un défi technologique permanent qui nécessite en fait de repousser systématiquement les frontières de l'innovation. Et donc, en la matière, je dirais que il n'y a rien de permanent, excepté le changement. Ce qui est important, c'est le mouvement. Effectivement, constamment, être capable de remettre en cause, d'avancer, bien sûr de tirer profit de tous nos voisins et même plus loin pour être capable effectivement d'être, en phase avec la créativité humaine qu'on n'arrête pas, aussi bien dans le bon que dans le moins bon. Et oui, l'intelligence économique de la cyber, c'est avant tout celle de l'autre tant qu'on n'est pas sorti. Je vous remercie pour vos interventions et retours d'expérience sur ce podcast sur la cybersécurité qui va en appeler d'autres parce que nous verrons quelle va être la réponse juridique qui est apportée par la cyber, le droit comme un atout de soft power, puisqu'il nous reste cela en Europe. On a effleuré beaucoup de questions et on essaiera de les approfondir avec de nouveaux intervenants, ceux que nous avons eu très certainement aussi ce soir. Je voulais vous remercier tous et au 10 juin pour que vous découvriez les secrets de l'ADN et de l'utilisation des données qui sera notre prochain podcast.